Bienvenue à la Carp Academy 2011. Nous avons 30 nouveaux stagiaires, 15 des meilleurs moniteurs du pays et nous sommes au centre de pêche de Manor Farm Fishing. Ça va être super. Je suis avec le jeune Adam Webb, qui est chaperonné par Pete Castle. Et comme l'an passé, Pete, le premier poisson a été pour toi. Alors, je suppose que, comme d'habitude, tu as fait ton magicien et tu lui as concocté quelques montages assez malins. Raconte-nous. Ce que je lui ai dit, c'est de faire simple et de commencer par les basiques, avec quelques montages simples. Les choses plus compliquées, on les verra un peu plus tard, d'ici quelques jours, mais pour le moment, on fait simple. Pas de repérage, pas de marquage, on observe juste les poissons. On met juste les lignes à l'eau et on voit ce qui se passe. Pas vrai? Super. Alors, qu'est-ce que tu as déjà appris sur les techniques de pêche? Des montages simples, faciles à réaliser, et on les envoie là où sont les poissons. Vous entendez? Il faut toujours commencer en douceur. Je le ramène un peu vers l'arrière. Là, c'est parfait. T'as vu la pointe de la canne? Oui. T'as vu comme elle vibre? On va sonder la profondeur. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Donc 2,10 m. Avec le flotteur et les pierres, ça nous fait environ 2,50 m. Regarde, c'est pas loin de la zone où se trouvent les poissons. Pour moi, c'est amplement suffisant. En fait, c'est même très bien comme ça. Après, tu positionnes bien le flotteur sur le fond. Et sur le moulinet, tu bloques ta ligne dans le clip du moulinet. Donc là, c'est clippé dans le moulinet, tu vois? La canne a le même angle qu'à la fin du lancer. Je vais juste le ramener un peu plus vers l'arrière pour voir. Ça, c'est du gravier. Regarde la pointe. Là, elle est parfaitement placée. Et pas trop loin de la bordure. Oui. On va juste revérifier la profondeur pour voir s'il y a une différence. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. 210 plus le flotteur, donc 250. C'est la même profondeur et c'est là qu'on a vu les poissons. Ça ira très bien. Je suis avec Greg Clark et ses deux stagiaires Connor Barker et Andren Dean. Deux jeunes pêcheurs très doués. Comme vous le voyez, il faut un excellent départ avec 2 prises d'entrée de jeu. Comment vous avez fait? On a commencé par regarder comment faisaient les autres. Ils utilisent tous des flotteurs marqueurs. Alors on a fait pareil et on a décidé de mettre des appâts simples près des bordures. Et on a sorti 3 poissons à la suite. Ok. On va continuer à amorcer en espérant que ça retiendra les poissons dans la zone et que les garçons en prendront encore quelques-uns. Oui, je viens de voir Pete Castle. Ses stagiaires font la même chose. Lui, il insiste beaucoup sur l'apprentissage de la discrétion. Il faut leur apprendre à démarrer en douceur. Et non pas comme un bulldozer sur un chantier. C'est ce qu'on a fait. Ils ont appris à repérer les zones où se trouvent les poissons, à amorcer efficacement et apparemment, ça a l'air de fonctionner. Super. Vous voyez, quand on démarre tranquillement, avec humilité, on peut faire de jolies prises très rapidement. L'un des avantages de Carp Academy, c'est que je rencontre des gens comme Mark Bryan, qui me parlent de leur spécialité. Mark est un expert en appât.
Et je voulais notamment te parler des bouillettes, qui sont très intéressantes, mais que pas mal de gens délaissent. Pourtant, c'est très simple à utiliser, non? Oui, mais d'après mon expérience, ça rend surtout les choses assez simples pour la carpe. Par contre, avec un montage bonhomme de neige, ou avec tous les montages qui offrent une bonne flottabilité, ça optimise vos chances de succès. Ok, super. Donc là, on a tout un assortiment de choses dont certaines ont l'air assez spéciales. Tu peux nous expliquer les avantages des unes et des autres? Bien sûr. On commence par les bouillettes. Ce sont des appâts relativement standards. Beaucoup de jeunes pêcheurs les utilisent, mais ça peut poser des problèmes. Tout à l'heure, hors caméra, tu m'expliquais l'importance de la flottabilité. Tu insistes beaucoup sur la couleur et la flottabilité du montage. En quoi est-ce important? Sur un site comme celui-ci, avec des eaux peu chargées en sédiments, les poissons sont nombreux, et cette petite touche blanche va être un repère parfait. Ici, l'eau n'est pas particulièrement claire, et cette tache blanche va attirer les poissons. Avec la flottabilité qui va amener l'appât vers le haut, on s'assure que l'hameçon est présenté vers le fond. Il faut des montages d'hameçon solides pour ces poissons. C'est avec ça que les deux garçons ont fait leur prise, avec un bon montage d'hameçon. Un montage bonhomme de neige. Ouais. L'important, c'est effectivement la position de l'hameçon. Donc, ce genre de montage permet à l'hameçon d'attaquer le bas de la bouche du poisson et de bien piquer. Absolument, oui. Tu le maintiens bien droit, l'hameçon est bien à la verticale, c'est la position idéale pour une touche. Donc la position de l'hameçon dans l'eau, ça compte? Oui, absolument. Parfait. Alors, on va voir les autres montages. Ils sont un peu particuliers, mais vraiment très intéressants. Alors, tu m'as dit qu'à chaque sortie, tu emportais systématiquement de la pâte. Oui, toujours. Pourquoi tu fais ça? Parce que je ne vois pas beaucoup de pêcheurs le faire. C'est vrai. Mais j'ai toujours deux pots de pâte différentes, parce que ça permet à la fois de faire des appâts flottants et des appâts de fond. On peut avoir des bouillettes flottantes à différentes hauteurs. On peut ajuster ça comme on veut. Donc, avoir plusieurs pots de pâte, ça permet de s'adapter à toutes les sessions. Oui, c'est très flexible. Donc ici, par exemple, sur cet appât, tu as quoi? 3/4 de pâte? 3/4, oui. 3/4 de pâte d'amorçage de fond, avec un peu d'appât pop-up sur le dessus. Oui, ça fait un peu comme une Guinness avec sa mousse. Oui, ça ressemble. Oui, je trouve. L'intérêt pour la pêche au sac, c'est que ça reste vertical, et ça fait comme une touche de couleur qui ressort. Ça n'a pas d'incidence sur la flottabilité, donc quand un poisson aspire le contenu du sac, hop, il avale forcément le tout. Super. Donc, cette pâte est l'une de tes préférées. Elle est pleine d'épices, pleine d'arômes. Pour toi, une pâte attire davantage le poisson qu'une bouillette, c'est ça? Oui. Les appâts bouillis ne libèrent pas beaucoup d'arômes. Avec une pâte, aucun des produits qui se trouvent à l'intérieur n'est dénaturé. En plus, ça se dissout très rapidement. Donc dans les eaux peu sédimenteuses, la pâte donne d'excellents résultats. À quel moment tu utilises la pâte? C'est particulièrement utile les mois où il fait froid, quand l'eau n'attaque pas les appâts de la même façon et que les arômes se libèrent moins rapidement, non? Oui, c'est particulièrement intéressant durant l'hiver. Moi, j'utilise des pâtes toute l'année, sans problème. Surtout pour les brèmes et les gardons qui vont être beaucoup plus rapidement attirés par une pâte que par des appâts bouillis. J'ai un ami pêcheur, Stu Morgan, qui pêche sur l'Avon, près de Bristol. Il avait plein de boules d'amorce et un appât de pâte. Et un poisson est allé directement sur cet appât. C'est le premier appât qu'il a pris, et ça arrive très souvent. Donc, il a été plus attiré par l'èche que par l'amorce. Absolument. Il suivait la trace olfactive, et la pâte est ce qui dégage l'arôme le plus fort. Les appâts à pâte sont toujours très efficaces. Je les utilise en permanence. Parfait. Après, ici, on a des pelettes que tu peux présenter avec tes èches. Tu as aussi d'autres appâts un peu plus particuliers, mais parlons d'abord de ceux-ci. Tu les utilises quand? Quand j'amorce au sac ou au spot mix, mais en fait surtout avec les sacs, j'aime bien quand les choses sont exactement pareilles. Quand je pêche aux pelettes, je veux des pelettes qui ont la forme de lèche. Avec ces petits bouts de pâte, tu peux te fabriquer des appâts de différentes tailles. 10, 12, 4 mm. C'est super, ça. Donc, quand tu es sur le bord de l'eau, tu te dis, OK, aujourd'hui, je vais pêcher aux pelettes. Et tu te prépares 4 ou 5 èches que tu fais bouillir sur place. Ouais, c'est ça. Oui, absolument. Et tu pêches. Oui. Combien de fois j'ai vu des appâts de 18 mm dans des sacs de pelettes? OK. Et la carpe arrive et elle aspire la plupart des pelettes. Ouais, elles font parfaitement la différence. Et c'est fini. Pour moi, il faut absolument dire que l'appât ressemble aux pelettes. OK. Alors, dans un tout autre genre, là, j'ai ce gros morceau de pâte avec lequel tu te fabriques plein d'appâts comme celui-ci. Ouais. Et comme celui-là. Ça aussi, tu l'as fait bouillir. C'est un beau stick. Ouais, il est assez long. Ouais. Tu me disais que tout l'intérêt de ces formes un peu trapues ou oblongues, c'est que la carpe avait plus de mal à l'éjecter.
C'est vrai. J'élève quelques carpes. Je fais ça depuis toujours. Elles sont dans un vivier et je les nourris avec des bouillettes. Et dans le vivier, quand elles sont face à toi, tu les vois aspirer une bouillette ronde. Et hop, elles la recrachent en une fraction de seconde. En revanche, si tu leur donnes un stick de ce genre, elles vont essayer de le recracher, mais elles ont plus de mal. Tu vas le voir aux vibrations. Avec ce genre d'appât, tu vas garder ton hameçon dans la bouche du poisson un poil plus longtemps et en termes de pourcentage, tu vas faire davantage de prises. Donc toi, tu lancerais un truc de ce genre? Moi-même, l'année dernière, j'ai sorti la plus grosse carpe que j'ai jamais pêchée avec un appât de ce calibre. Ah oui? Il faisait genre 20 mm, voire même davantage. Est-ce que toi, tu lancerais ça en èche unique? En èche unique? Oui, ça m'est arrivé une fois. C'était un spot qui grouillait de brème. Ah ouais? Les carpes étaient plus grosses. Elles avaient des bouches aussi larges que des tasses à café. Donc tu peux y aller sans problème. J'ai pris plusieurs spécimens de 6-7 kilos uniquement avec ce genre d'appât. Elles peuvent le retourner comme elles veulent dans la bouche. Ça permet de trier ce que tu pêches. Parce que quand je pêche de nuit, j'aime autant sortir des carpes. Surtout quand tu viens de sortir une dizaine de brèmes. En plus, les carpes ne pigent pas le truc. Personne n'utilise des bouillettes de cette taille. Tout le monde a des appâts de 15 ou 18 mm. Tu serais surpris de voir à quel point les carpes ont confiance avec ça. Il suffit d'envoyer, pas forcément beaucoup et... Ouais, c'est lourd. Ce qui est un avantage, non? Ça s'utilise avec tout type de montage. Et avec ça, tu n'as pas besoin de lancer des tonnes d'appâts. Au lieu de balancer 5 kilos d'appâts qui vont être avalés en une nuit par un brème, tu mets 1 kilo de ça et la carpe va l'avaler. Donc en plus, c'est économique. Super Zappa. Donc tout compte. La taille, la couleur, l'odeur, les textures. Avec ça, Marc pêche des tas de carpes. Mark Bryan nous a parlé de l'importance des èches. Alors regardez ça. C'est le nouveau record personnel de Matthew Hallyday, qui est coaché par Richard, un expert en carpe. Richard, racontez-nous comment cette prise s'est passée. On avait remarqué que la zone face à la petite île sur le plan d'eau était sans doute un excellent endroit. Et on n'a pas cherché plus loin. On a lancé un petit sac mèche pour amorcer, avec des bouillettes, à peu près à la limite entre le gravier et le limon. Ok. On a également lancé 7 à 8 spots d'appât à particules. Et on l'a sorti à peu près 1 heure et demie après le lancer. Hein. Oui. Elle est lourde, hein, Matthew? Oui. Quels appâts vous avez utilisés? Je crois que vous avez un peu rusé pour attraper ce spécimen. Oui. À la base, on a pris une demi-bouillette avec un pop-up blanc. Tous les deux sont vendus dans le commerce. Ça se fixe directement sur l'hameçon avec un blob de couleur blanche pour attirer l'attention du poisson. Formidable. De la pêche de précision et un record personnel à la clé. Ce matin, notre ami Danny que voici a installé ses cannes à pêche. Et il a fait exactement comme Bénédicte. Il a préparé ses lignes et ses montages, il a mis ses 2 cannes à l'eau avec des sacs solubles et il a fait 2 prises coup sur coup. Celui-ci pèse 3 kg 200 grammes. C'est pas le plus gros poisson du plan d'eau, mais c'est un beau début. Alors pendant que le poisson était encore dans le filet, on a pesé ce sac à vide pour voir combien il pèse. Et ensuite, grâce à la tare de la balance, on peut savoir exactement combien pèsent les poissons. Donc, celui-ci fait 3,2 kg. Alors c'est très important de sortir le poisson de l'eau dans un sac de pesée. C'est au moment de la sortie de l'eau qu'on risque d'endommager le poisson. Les nageoires et les ailerons peuvent s'abîmer. C'est là qu'on risque de les blesser. Donc en les sortant comme ça, on évite de leur faire du mal. Alors regardez. Il est nerveux celui-ci. Alors tu passes ta main sous sa tête et tu vas chercher à placer tes doigts juste derrière les nageoires pour bien le maintenir. Super. Et tu le lèves pour qu'on le voit bien. Là, c'est parfait. Ton poisson est bien maintenu, bien droit. Il ne bouge pas, ni vers l'avant, ni sur les côtés. C'est comme ça qu'on présente un poisson. Et tu restes au-dessus du sac, comme ça, en cas de problème, tu peux le reposer facilement. Donc ça, c'est le premier des 2. On en a un autre, mais là, ça va être l'heure de dîner, donc on va remettre ces 2 gaillards dans le plan d'eau le plus vite possible et aller manger un morceau.
C'est assez facile de s'en mêler les pinceaux avec tous ces différents éléments du montage. Et c'est pour ça que Dovi, au cours des mois passés, a révolutionné la chose en créant le montage le plus simple possible. Alors, Dovi, ça a vraiment changé tes résultats de pêche. Hein? Avec les vieilles bouillettes, tu attrapes plein de poissons, c'est ça? Oui, j'en prends effectivement plus qu'avant. Même plus que sur mon spot habituel. En fait, c'est vraiment un montage très simple. Alors, explique-nous ça, parce que d'une certaine manière, ce montage ressemble à un montage nœud sans nœud standard. Oui. Comment ça marche? Et pourquoi ça marche aussi bien? Parce que c'est simple. Quand tu pêches à la bouillette, tu te concentres davantage sur l'endroit où tu vas lancer tes appâts que sur les appâts eux-mêmes. Là, tu prends un hameçon assez gros avec une ouverture relativement large. Quand tu parles de bouillette, tu t'en sers en épandage ou tu t'en sers en grappe? En épandage, toujours. Ah oui. C'est très rare que je les mette en grappe. En fait, je le fais quasiment jamais. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu regardes la longueur de ce montage, il fait quoi? Une trentaine de centimètres? Oui, au moins. Ça, c'est l'un des plus courts. D'habitude, j'en prends des plus longs. Ah oui? Pourquoi ça? Pour laisser plus de mou à l'hameçon, je suppose. Quand tu lances, tu ne sais jamais exactement où ça va se poser. Donc j'essaye d'être sur mon bas de ligne. Avec un bas de ligne plus long, j'ai beaucoup plus de souplesse pour la présentation. Donc, ça va s'écarter, et même s'il y a des débris sur le fond, ça trouvera toujours un coin où se poser. Exactement. Et je suppose que c'est pour ça que tu as mis un appât flottant. Oui. Là, j'ai un montage de type bonhomme de neige avec un appât flottant. On peut aussi percer la bouillette et mettre un morceau de liège, ça donne le même résultat. C'est bien équilibré et ça se pose bien au fond. Ouais, ça annule le poids de l'hameçon. Et tu places l'œillet vers le haut? Avec le morceau de liège? Non, pas trop. Comme j'ai du liège à l'intérieur, je ne fais pas trop de... Tu n'essaies pas de placer l'œillet vers le haut? Non, en fait, c'est une sorte d'entre-deux. Personnellement, je préfère présenter un appât qui ne soit pas forcément très équilibré, mais qui ne coulera pas trop vite. C'est un entre-deux. Ok, et comment tu attaches ton montage? C'est le même nœud. Le truc, c'est que je ne fais pas tant de tours que ça. Environ 5 ou 6 tours autour de la boucle. Après ça, je passe le cheveu dans la boucle, je tire du côté bas de ligne, je le fais remonter 2 fois sur la hampe et je repasse dans la boucle. Dans les situations où il me faut un bas de ligne légèrement plus rigide... À cause de l'œillet tourné vers l'extérieur? Voilà, exactement. J'essaie de créer quelque chose d'assez droit et de... D'accord. Alors, regardez bien. Voilà comment ça se présente. Vous voyez parfaitement l'ouverture, c'est-à-dire l'espace entre l'œillet de l'hameçon et la pointe de l'hameçon. Là, c'est assez large. Mais quand tu ajoutes la gaine et les autres éléments du montage, cette ouverture va se rétrécir et ça va tourner sur soi-même. Mais le but de ce type de montage, c'est justement de proposer quelque chose de différent, non? Oui, le fait que l'hameçon tourne sur lui-même est surtout intéressant dans les zones où il y a des petites plaques de gravier et où les poissons se nourrissent sur un espace assez restreint et où tu peux espérer les ferrer. Quand ils se retournent? Exactement. Mais surtout avec ça, t'as un bas de ligne plus long. Et quand t'amorces aux bouillettes, ils ont tendance à aller d'une bouillette à l'autre de manière un peu erratique. Et là, un gros hameçon avec une grande ouverture, ça optimise tes chances. Oui, tu as davantage de chances de piquer le poisson qu'avec un bas de ligne rigide. C'est ça. Ils ont l'hameçon en bouche, et quand ils s'écartent pour aller à l'appât suivant, oui, ils sentent que ça pique, et c'est là qu'ils accélèrent. Oui, je les fais à ça à l'intérieur de la bouche. Et c'est parce que j'utilise un bas de ligne plus long et un hameçon avec une ouverture plus grande. Et un appât équilibré qui se comporte naturellement. Exactement, oui. Et voilà, un montage très simple et très performant, dont vous pouvez tous vous servir. Dans chaque école, il y a un étudiant qui énerve les profs, et c'est le rôle que je m'apprête à jouer. Pete et Yann sont en train de donner une masterclass en PVA, et je suis venu les embêter un peu. J'ai remarqué qu'ils insistaient beaucoup sur le fait que les sacs ne doivent pas être trop mous, et que sur ce point, il y a des progrès à faire. Alors Yann, ça se passe bien? Tes stagiaires sont motivés? En fait, on vient de finir de parler des sacs et des filets solubles PVA. On a un peu fait le tour de la théorie sur ce genre de matériel. Et pour mettre ça en pratique, on leur a demandé de nous préparer différents appâts pour voir ensemble ce qui va et ce qui ne va pas. Et vous allez les noter comme les juges dans la Nouvelle Star, c'est ça? Où sont vos panneaux de notation? On n'a que 3 critères. Vous êtes les juges les plus flippants que j'ai jamais vus. Mais bon, qu'est-ce qui leur manque pour faire un beau sac soluble? Parce que, franchement, celui-ci ne ressemble pas à grand-chose. Ouais. C'est quoi le sac idéal? Et à quel point faut-il qu'il soit compact? Donc ça, ce sont les premiers sacs qu'ils ont faits, et on se rend compte que c'est pas encore tout à fait ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. Il fait un peu moulin à poivre, celui-là, hein? Oui, on en met partout. Celui-ci est mieux, il est assez réussi. Ouais, ça c'est vraiment compact. Les morceaux d'appât ne risquent pas de s'émietter. Mais pourquoi faut-il que ce soit aussi serré? Ça fait quoi au fond de l'eau? Ça a un effet un peu comme une explosion.
Une fois que le sac va se dissoudre, vous allez avoir des particules d'appât qui vont s'échapper et se répandre avec les arômes. Et ça ne reposera pas uniquement sur le fond. Ça remontera vers la surface en répandant l'arôme de l'appât. C'est une présentation assez efficace. En revanche, avec les sacs plus mous, ça ne donne pas exactement le même effet. On a aussi beaucoup plus de mal au lancer qu'avec un sac plus compact. Ouais, celui-ci forme mieux l'air, non? Oui, voilà. Ouais, il est assez ferme pour être lancé loin. Alors qu'avec celui-ci, ça doit être un peu le contraire, non? Oui, c'est un peu comme essayer de lancer une chaussette humide. Ouais, je fais ça souvent, ouais. Super. Bon, je suppose que ces mix d'appât de fond, ça vient de votre réserve secrète. Oui, on les a sortis du placard où on cache les cadavres. C'est pour montrer aux stagiaires comment on pêche, qu'est-ce qu'on utilise pour faire nos mélanges d'amorçage, quel liquide de trempage et quels arômes on choisit pour rendre les appâts attirants. L'idée, c'est de les convertir au sac PVA pour qu'ils améliorent leurs expériences de pêche. Je crois que vous pêchez beaucoup avec un sac PVA, Pete, non? Oui, beaucoup. Tu pêches parfois sans? Non, Toujours au sac PVA. toujours au sac PVA, oui. Très bien, parfait. Alors les jeunes, vous avez retenu la leçon? Vous avez compris l'intérêt d'un sac compact par rapport à un sac mou? Oui, absolument. Alors Pete, j'ai l'impression que tes élèves connaissent un peu mieux le PVA et que ça leur réussit plutôt bien. Oui, et tu sais quoi? On était justement en train de reparler de la manière de faire des sacs et des sticks en PVA. Et on a eu l'occasion de tester ça tout de suite. C'est la preuve par les sacs, donc. Voilà, la preuve est dans le sac. Vos stagiaires ont sans doute compris que, tous les deux, vous êtes des inconditionnels du sac PVA. Oui, et c'est le cas depuis quelques années déjà. Petit à petit, ils te soutirent plein d'informations. Je crois qu'on a trouvé ton point faible. Il suffit de te mettre en présence d'enfants pour que tu révèles tes secrets. T'as raison. Ouais. Alors, jeune homme, tu t'en sors? Oui. Ouais? Oui, il se débrouille bien. Doucement. Lentement, lentement. Ramène-le un peu, ramène-le. Ah, il est joli, celui-là. Donne un peu de mou. Juste un peu plus. C'est bien. Ramène-le un peu. Voilà, très bien. Ramène, ramène. Donne-lui plus de mou et lève ta canne. Utilise ta canne pour le ramener. Voilà. Bravo! Bravo, jeune homme! Bien joué! Les sacs compacts ont convaincu notre ami Carl Taylor. Tu as l'air vraiment content. Oui. Et apparemment, c'est une méthode très efficace, pas vrai? Oui. Parfait. Alors, on a vu plein de techniques, des records personnels, des èches différentes, et dans le prochain épisode de Carp Academy, on découvrira encore plein de choses. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous croiser au bord de l'eau.